microbiote et de santé cardio-métabolique. Alors, pour changer, voilà. Donc bon, je vais pas revenir sur les chiffres, vous le savez tous, hein, donc la relation entre l'obésité et les pathologies cardiovasculaires. On a parlé de tsunami pour la société, il y a beaucoup d'articles dans les journaux dans ce domaine. Vous savez aussi que les coûts sont considérables en termes de santé et de santé publique. On ne va pas revenir sur ces chiffres-là. Et donc ce que je voudrais aborder, c'est ce contexte aujourd'hui, comme vous le savez, d'interaction entre de nombreux facteurs environnementaux et notre biologie. Finalement, ce matin, il y a eu donc un topo de Christine sur les facteurs génétiques, mais un des succès de l'approche génétique, ça a été cette dissection des formes monogéniques. Et puis, il y a eu des vagues de séquençage, et en particulier dans les formes les plus communes d'obésité, où il y a beaucoup de polymorphismes associés, dont les effets sont faibles. Puis donc, il y a quelques années, un nouvel acteur qui est apparu, d'interaction entre nos changements environnementaux et notre biologie. Et puis, donc, c'est son impact, ces relations qu'on va voir. L'autre point également, et vous le savez, c'est ce contexte finalement de trajectoire des patients. On y a parlé, on en parle quand on parle de la chirurgie de l'obésité. Donc c'est pareil pour des patients atteints de pathologies du cœur et du métabolisme, des facteurs de prédisposition nombreux, de changement des modes de vie, puis l'apparition de complications initiaux, ça se perpétue dans le temps. Puis donc on sait qu'il y a beaucoup de traitements aujourd'hui qui sont disponibles, mais un des problèmes, c'est l'évolution vers la chronicisation de ces maladies. Et en fait, pour les médecins qui voient ces patients, on a un problème parce qu'en fait, on sait que le diabète d'une personne, ce n'est pas celui d'une autre, l'obésité d'une personne, ce n'est pas celle d'une autre. Et donc, en fait, il y a une grande hétérogénéité des phénotypes. Il y a des enjeux de progression, il y a des gens qui vont évoluer rapidement vers les complications. Enfin, pour rebondir sur le topo de François, en fait, tu l'as dit, le diabète finalement poursuit son chemin. Il y a un décalage dans le temps, par exemple avec la chirurgie bariatrique. Il y a des gens qui vont voir réapparaître très rapidement en fait le diabète et d'autres pas. Et puis on sait que les réponses au traitement aussi sont extrêmement variables, même si, bon, effectivement, on le sait tous, il y a des enjeux de prise des traitements chez les patients, mais il y a des choses qu'on ne comprend pas dans la variabilité de la réponse au traitement. Alors dans ce contexte-là, qu'on connaît bien, est apparu, il y a un peu plus de 15 ans, des données sur la contribution du microbiote, et vous le savez aussi, il y a eu des données de transfert de microbiote, en particulier chez l'animal, et dans des modèles à la fois d'obésité chez l'animal et aussi de souris sans germes. Alors voilà, ça c'est une étude célèbre des jumeaux, dont un n'est pas obèse et l'autre obèse. On récupère en fait les selles de ces personnes et en fait on les transfère à des souris sans germes. Et donc les souris qui ont reçu le microbiote de la personne obèse vont développer une obésité, alors que, vous voyez, la souris bleue ici, elle a reçu le microbiote d'une personne non obèse, ne va pas développer d'obésité. Mais je trouve la bonne idée en fait, de cette expérience, c'était de remettre ensemble ces animaux dans un même environnement et en particulier dans une même cage. Les souris sont coprophages, elles vont donc partager leur microbiote et donc ce qu'a montré ce travail, c'est que effectivement les rouges en fait vont améliorer leur profil métabolique. Un élément de plus, c'est que cette expérience fonctionnait si les animaux consommaient une alimentation en fait assez pauvre en graisse et riche en fibres, ce qui montre aussi la contribution en fait de l'environnement et ici la contribution de l'environnement alimentaire. En tout cas, je trouve que ça a bouleversé, en tout cas pour les nutritionnistes, ça a bouleversé quand même notre domaine en disant mais se ferait-il que l'obésité soit transmissible, en tout cas la prise de poids soit transmissible par le microbiote, parce qu'on ne peut pas dire qu'elle développe non plus une obésité sévère, mais en tout cas ça traduisait le rôle des interactions entre nos changements environnementaux, le microbiote et puis notre biologie. Alors voilà, donc on est en face maintenant, après avoir fait la dissection de notre génome, c'est le monde joyeux du microbiome et tous les jours vous avez vu donc dans la littérature le fleurissement des données en fait sur le microbiote et puis en fait tous les jours des concepts sont bouleversés. Un exemple c'est on apprend dans les textbooks on acquiert en fait notre patrimoine microbiotique à la naissance, donc des différences entre la césarienne et le mode de naissance, que le microbiote va se développer jusqu'à l'âge de 2-3 ans et puis
paf, tout à coup, on apprend que finalement, l'environnement intra-utérin serait peut-être pas tout à fait stérile, qu'il y aurait des germes qui pourraient passer d'ores et déjà de la mère à l'enfant, et puis que peut-être c'est pas vers 2-3 ans qu'on acquiert ce microbiote, mais peut-être un petit peu plus tard dans le temps. Et en fait, ce qui a beaucoup changé aussi, ça a été cette capacité d'étudier maintenant le microbiote, non seulement dans l'intestin, mais aussi dans d'autres endroits du corps, dans la bouche, sur la peau, etc. Donc, changement, en fait, et finalement cet organe est replacé au centre d'un certain nombre d'interactions, et donc un organe absolument essentiel pour un certain nombre de fonctions. On a vu cet enfant-là qui est environné de germes, et on sait que ce microbiote est important pour les défenses immunitaires, pour effectivement le mouvement intestinal, pour le métabolisme d'un certain nombre de facteurs, et en particulier la synthèse de vitamines, vitamine B et K, pour l'utilisation de certains médicaments, et aussi pour la digestion de certains sucres complexes qu'en fait on n'est pas capable de digérer parce que nous n'avons pas l'équipement enzymatique. Ce qui a également changé, c'est le fait qu'aujourd'hui, on peut accéder en fait, à ce monde merveilleux du microbiote, puisqu'on a accès à des techniques maintenant de séquençage, et finalement, les équipes françaises, en particulier l'INRA, étaient pionnières en fait, dans ce domaine. À partir d'un prélèvement de sel, on peut accéder par le séquençage au microbiote. Et en fait, ce qu'on obtient, et là j'insiste parce que je vais en parler beaucoup, finalement, à partir du séquençage, on obtient des données sur la présence, en tout cas, je parle ici du séquençage direct, pas du séquençage CESS, on obtient ici des données sur la présence ou l'absence de certains gènes. Donc ce qu'on en fait, c'est un comptage en fait, de ces gènes sur lesquels on va définir un certain nombre de notions qui sont liées à la diversité et sur lesquelles je vais revenir. Je pense réellement que cette notion de diversité ou peut-être de perte de diversité dans les maladies métaboliques est importante. À partir de ces données, sur le comptage des gènes, par des techniques bioinformatiques, en fait, on peut les regrouper. Donc on va créer en fait, des groupes de gènes nommés espèces métagénomiques qu'on va pouvoir annoter ou pas, puisque effectivement, on ne connaît pas encore en fait, tous ces regroupements et tous ces gènes. Il y a encore beaucoup de travail par les microbiologistes dans l'annotation. Mais également, à partir de ces données de gènes, on peut aussi déterminer les grandes fonctions. C'est-à-dire, vous avez des données à partir de la connaissance de ces gènes, on peut en tout cas imputer quelles pourraient être les modifications fonctionnelles qui peuvent ensuite être vérifiées par des expériences ex vivo ou bien in vitro. Alors on a parlé de tsunami d'obésité, de tsunami de chirurgie bariatrique. Eh bien, il y a un tsunami de séquençage du métagénome dans le monde, dans pas mal de pays, à la fois en Asie, en Amérique du Nord, également en Europe, au travers de grands projets, dont l'objectif, c'est de disséquer les modifications en fait, du métagénome bactérien, intestinal, mais pas que, également, par exemple, dans la bouche, en lien avec pas mal de pathologies. Et puis ça avance très vite, et donc on apprend que il y a des interactions avec notre organisme, que notre génome est susceptible de modifier le microbiote, bien sûr également les facteurs alimentaires, l'exposition à des bactéries, les médicaments. Et puis lorsqu'on compare en fait, des gens malades et non malades, on va avoir des modifications des grands groupes bactériens. L'environnement, bien sûr, agit, le niveau d'activité physique, l'alimentation, j'en ai parlé, bien sûr le vieillissement. Alors que se passe-t-il dans l'obésité et les maladies cardiovasculaires ? Alors, les concepts qui sont discutés aujourd'hui sont de plusieurs ordres. D'une part, la contribution, bien sûr, des changements de composition du microbiote intestinal, la richesse, j'y reviendrai encore, et puis le rôle de certains groupes bactériens. Et donc ces facteurs-là vont modifier un certain nombre de choses. D'abord, ce qui est produit par les bactéries, et en particulier certains métabolites bactériens. Il y a des métabolites vedettes, j'y reviendrai dans un instant, et puis certains composants bactériens comme le lipopolysaccharide, je fais référence aux travaux de Rémy Burcelin et Patrice Cagny ici. Et puis les liens, effectivement, ces modifications sont susceptibles de modifier la façon dont les lipides, par exemple, vont être utilisés, et puis d'autres nutriments, et puis les relations également avec le système immunitaire. Alors, avant de revenir sur la richesse, je vais juste vous parler, alors bien sûr, il y a des données sur le microbiote buccal dans les maladies athéromateuses. Je vais juste vous parler d'un des métabolites vedettes qui est ce TMAO.
Donc à partir effectivement de la consommation qu'on voit ici schématisée de produits riches en graisse, également de certains types de protéines, en tout cas on va produire de la phosphatidylcholine qui va être utilisée par le monde de nos bactéries intestinales pour produire un gaz qui s'appelle le TMA. Le TMA, par le système porte, va aller au foie et il va être transformé par une enzyme qui s'appelle FMO3 en TMAO. Et donc, ce qui a été montré notamment par les équipes de Cleveland, c'est que l'augmentation du TMAO dans des populations semble associée à l'augmentation du risque d'athérosclérose, de mortalité et même en fait de décès par insuffisance cardiaque. Également, il y a des relations en fait entre le TMAO, l'élévation du TMAO et les pathologies rénales. Alors, en fait, il y a beaucoup de travaux par cette équipe qui sont assez impressionnants sur la contribution de ce métabolite. Et on attend maintenant, on commence à voir, comme souvent, des données un peu contradictoires, et en particulier dans des populations européennes où les modes de consommation ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc, on va voir ce que ça va donner, en fait, le rôle de ce métabolite vedette. Je voudrais revenir sur cette notion de diversité et de biodiversité. En fait, ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, lié au changement climatique, lié à l'évolution du monde, etc. Et en fait, le risque lié à la perte de biodiversité est pas mal discuté dans le monde végétal, dans le monde animal, et finalement également dans le monde du microbiote. Ce qui a été montré par les données de séquençage, c'est qu'effectivement, les personnes obèses ou en surpoids, en tout cas une fraction de ces personnes, auraient une perte de la diversité, calculée, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, par le nombre en fait, de gènes qui sont modifiés. Alors, je vais prendre une analogie. En fait, vous prenez une forêt dont la surface ne va pas nécessairement changer. Donc c'est finalement la selle de la personne obèse avec finalement la quantité de bactéries totale. Mais ce qui va être modifié, ce n'est pas tellement la quantité de bactéries totale, mais c'est la représentation des populations. Donc si on reprend l'analogie avec la forêt, ben en fait vous allez avoir des arbres qui vont s'homogénéiser, ils vont tous avoir à peu près la même taille et puis ils vont être d'un même type. Et donc en fait ce qui a été montré, c'est que ce n'est pas chez tout le monde. Alors pour nous les cliniciens, quand on cherche à stratifier en fait l'obésité, c'est intéressant parce qu'on se dit bah, finalement chez ces personnes, 20 à 40% des personnes obèses ont une perte de diversité du microbiote. Et donc cette perte de diversité est associée à une dysbiose, donc à un changement de l'équilibre en fait, des populations bactériennes, avec un enrichissement de certains groupes ayant des effets dont il semble qu'ils auraient des effets plutôt pro-inflammatoires et une diminution de certains groupes aux effets plutôt anti-inflammatoires. Et puis pareil, quand on est clinicien, on se dit bah, on a un phénotype, on peut comparer les groupes avec faible et forte diversité. Et on s'est aperçu effectivement que ceux qui avaient une perte de diversité avaient plus de complications associées à l'obésité, avec une augmentation des dyslipidémies, de facteurs d'insulinorésistance et d'inflammation. Ce qu'on a montré également, c'est que c'est aussi lié au mode alimentaire. Et en fait, dans ce relativement petit groupe d'une cinquantaine de personnes, en fait, on avait des personnes qui étaient, vous voyez, d'une moyenne d'âge de 34 ans ici, et puis ici de 52 ans. Et en regardant en fait leur profil alimentaire, les gens qui étaient dans ce groupe-là, donc essentiellement des femmes d'une cinquantaine d'années, donc encore jeunes, consommaient en fait une alimentation plutôt équilibrée et finalement riche en fibres. Et vous voyez qu'ici, ils ont le même index de masse corporelle. Et en fait, ce que nous avons montré, c'est qu'il y a une relation entre ce profil plutôt entre guillemets bonne santé, basé sur la clusterisation, basé sur leur profil alimentaire, pardon, et la richesse, et plutôt un meilleur profil métabolique. Donc il semble quand même qu'il y ait une relation avec les consommations alimentaires. Alors on a parlé donc de sujets obèses, en surpoids. Effectivement, la question qui vient immédiatement après, c'est
que se passe-t-il dans les formes les plus sévères d'obésité, et en particulier ces patients dont on vient de parler de chirurgie bariatrique. Donc ça, c'est donc une étude qu'on a réalisée, donc, qui est en train d'être, dont le travail est en train d'être écrit. Et en fait, quand on regarde ces patients candidats à la chirurgie bariatrique, et qu'on, par la même approche, on regarde les comptages de gènes, on s'aperçoit que 75% d'entre eux vont être dans le groupe de faible diversité. Et donc aussi, ça dépend du type de chirurgie. Les anneaux, on va être plutôt proche de 60%, les bypass proche de 90%. Ces personnes ont un effondrement de la diversité de leur microbiote. Et de la même façon, si on recompare en fait au sein d'un même groupe avec le même index de masse corporelle, les gens qui sont dans ce groupe-là ici, donc la majorité, en fait, ils ont de la même façon, on va avoir une même détérioration métabolique qu'on avait vu pour les gens moins sévères, avec l'augmentation, vous voyez, des taux de triglycérides, de l'insulinorésistance et de l'inflammation systémique, mais également des modifications de la composition corporelle avec des distributions par exemple de masse grasse plus au niveau tronculaire et plus de comorbidité ici mesurée par l'apnée du sommeil ou bien l'hypertension artérielle ou le nombre de médicaments pris pour l'hypertension artérielle. Donc ça nous amène à regarder quelles sont en fait ces espèces métagénomiques potentiellement associées à des modifications de ces traits cliniques chez les patients. Et en fait, on est en train de finaliser ce travail, mais on a à peu près près de 80 espèces métagénomiques associées à un certain nombre de traits phénotypiques, l'index de masse corporelle bien sûr, mais également la distribution des graisses et des facteurs métaboliques comme la sévérité du diabète. Et en fait, ce que vous voyez ici dans ce diagramme de Venn, c'est qu'il y a des espèces qui sont retrouvées partagées entre ces traits, puis d'autres qui semblent être associées seules. Métagénome. Après le métagénome, on est sur les aspects fonctionnels et donc on a mené une étude métabolomique dans laquelle on retrouve que plusieurs métabolites bactériens sont associés en fait à ces changements de richesse, à cet appauvrissement de la diversité du métagénome. Donc il y a tout un travail de décryptage et d'interaction et d'intégration de variables venant des données cliniques, des données métagénomiques et des données métabolomiques que nous sommes en train de finaliser. L'angle que nous avions pris également dans ces populations de patients à risque de maladies cardio-métaboliques, c'était celui de la perte de poids, et dont on sait, même si elle est relativement modeste, on sait qu'elle est associée à un certain nombre d'améliorations des profils métaboliques par deux aspects. D'une part, des interventions diététiques, et puis on y revient donc à la chirurgie bariatrique. Et donc, je ne vais pas insister trop longuement, parce que je l'ai déjà montré plusieurs fois, mais ici, c'était dans cette étude, donc une cinquantaine de personnes en surpoids et obèses. Et en fait, on avait montré que lorsqu'on administrait une restriction énergétique, mais avec un enrichissement de fibres et également de protéines, on était capable d'améliorer en fait la diversité du microbiote, ici d'environ 30%. Mais je voudrais juste que vous regardiez ceux qui étaient dans la catégorie d'une augmentation de la richesse, vous voyez, hygiene count, de l'augmentation de la richesse bactérienne, et vous voyez que finalement, ces gens amélioraient leur profil clinique, ils ne bougeaient pas tellement, en fait, leur microbiote, et en tout cas la richesse des gènes. Je vais y revenir dans un instant. Et ce que je voudrais aborder, en fait, avec vous ici, c'est cette question, non pas des grands ensembles métagénomiques, mais encore une fois, de revenir sur certaines cibles bactériennes qui sont beaucoup regardées en ce moment. Alors c'est sa question de l'écosystème, et finalement on a envie de se dire, mais qui est le usual suspect? Et finalement ici on a une bande de gars dans lequel il y a un coupable, mais en fait ils se débrouillent pas mal entre eux, quoi, avec leur environnement. Et pourtant on a envie de trouver la cible. Et parmi les cibles qui sont beaucoup regardées aujourd'hui, il y a cette bactérie Akkermansia mucinifila, que Patrice Cagni a pas mal étudié, et il a montré qu'en utilisant en fait, cette bactérie chez des souris obèses, en fait, elles amélioraient leur profil métabolique, amélioraient leur masse grasse et leur glycémie. Et donc on s'est dit, on va aller regarder avec Patrice, on va aller regarder chez l'homme. Et comme de la même façon qu'on avait observé des personnes avec une flore enrichie, un microbiote enrichi et un microbiote pauvre, il y a des personnes qui ont beaucoup d'Akkermansia mucinifila ici et d'autres moins d'Akkermansia mucinifila.
Encore une fois, pour un clinicien, c'est pas mal parce qu'on peut comparer des groupes. Et en fait, on s'est dit, bah oui, quand on regarde le profil des gens qui ont une perte d'Akkermansia mucinifila, bah, ils sont plutôt plus métaboliquement altérés. Vous voyez, leur adipocyte est plus gros. Ils ont une augmentation des transaminases. Ils ont une détérioration de marqueurs métaboliques avec une élévation de l'insuline aussi ici et des modifications des facteurs d'insulinorésistance. Donc Akkermansia, c'est peut-être le usual suspect au fond qu'on cherche. Alors là, c'est pour montrer la relation avec la diminution de la taille adipocytaire. Que se passe-t-il lorsque ces personnes sont lors de la perte leur programme de perte de poids? Mais vous voyez, comme tout à l'heure, en fait, il y a des gens qui sont riches en Akkermansia. Et finalement, au cours de la variation de poids, ils restent riches. Bon, ils varient, même ils baissent un petit peu d'ailleurs. Vous voyez que ceux qui sont pauvres, ici, ils augmentent un peu. Mais il y a 2 logs de différence entre ceux qui ont beaucoup d'Akkermansia et ceux qui n'ont pas beaucoup d'Akkermansia. Et on voit qu'ici, ceux qui avaient au cours de l'intervention beaucoup d'Akkermansia, en fait, ils amélioraient toujours mieux leurs paramètres métaboliques. Mais encore une fois, Akkermansia, c'est un élément dans un écosystème. Et on est toujours, est-ce que finalement ça suffit? Et ce qu'on a vu par l'approche métagénomique, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on a pu combiner des données sur la richesse d'Akkermansia. Donc finalement, il y avait des personnes qui avaient beaucoup d'Akkermansia et dans le cadre d'un écosystème riche. Et vous voyez que ces gens-là ici, en bleu, enfin les derniers carrés, avaient plutôt moins de graisse androïde, plus de graisse gynoïde, moins de triglycérides et moins de glucose. Donc il semblait avoir un meilleur profil métabolique. Donc on a une idée ici de la combinaison de la richesse d'Akkermansia et de la richesse globale en fait, de l'écosystème. Et en fait, on peut faire un pas de plus par ces approches métagénomiques, où ce que vous voyez ici, c'est que finalement, Akkermansia, oui, elle n'est pas toute seule, elle a probablement des copines dans son environnement et un réseau de bactéries. Et vous voyez qu'au cours de la variation de poids, ici, chaque colonne est une personne, et en fait, chaque ligne est un groupe bactérien. Et vous voyez qu'il y a des covariations entre ces différentes espèces. Et que quand on regarde plus précisément, on voit ces relations entre ces covariations et l'amélioration de certains traits cardiométaboliques. Et donc ce sont ces interactions que nous sommes en train d'essayer de comprendre aujourd'hui. Alors, quid de la chirurgie bariatrique? Alors, François, on a commencé il y a moins longtemps que vous, mais effectivement, ces patients-là donnent l'opportunité de faire des biobanques et de les suivre en fait, au cours du temps, y compris pour leur métagénome bactérien. Et donc, ce qu'on avait montré, c'est qu'après la chirurgie bariatrique, il y avait une augmentation de la richesse, ici c'était par le CESES, qu'on était capable de séparer assez bien avant-après, et notamment sur certains groupes bactériens, et qu'il y a des relations entre certains groupes bactériens et l'amélioration des traits cardiométaboliques. Mais si on revient sur l'analyse de séquençage direct, rappelez-vous, 75% de ces patients ont un faible comptage de gènes, et si on regarde le changement au cours du temps, vous voyez, ça ce sont des patients ayant des anneaux, ça ce sont des patients ayant eu le bypass. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, bien, on connaît l'amélioration métabolique de ces patients, mais regardez en fait, les patients qui ont des bypass, si on regarde le séquençage direct, il va y avoir à la fin, au bout d'un an, 14% d'entre eux vont passer dans le groupe High Count, donc une flore plus riche, mais ce n'est que 14%, alors même qu'ils améliorent de façon considérable en fait leurs paramètres cliniques et métaboliques. Ce qui pose une question. En fait, il semble qu'il n'y ait pas un switch complet de restauration en fait, du profil du microbiote. Ici, ce sont les anneaux. On voit l'augmentation ici de la richesse qui passe de 40 à 70%. Et donc, on est en train de travailler sur les relations entre les espèces métagénomiques et les traits cliniques, les variations des traits cliniques associés à l'obésité. Quid d'Akkermansia? Akkermansia change aussi, vous voyez, au cours après le bypass au bout d'un an. Alors vous allez me dire, oui d'accord, il y a des changements, mais est-ce que, encore une fois, quelles sont les relations entre ces changements du profil métagénomique et l'amélioration des traits phénotypiques? Et j'ai envie de dire, en cas de bypass, en tout cas, il y a toutes les raisons pour modifier en fait, le métagénome bactérien,
petite poche gastrique, changement du pH, modification de la motilité, changement des acides biliaires, modification des incrétines, bien sûr, changement du comportement alimentaire, on l'a vu suffisamment ce matin, modification des incrétiniques, je l'ai dit, et puis des changements de déconjugaison des acides biliaires. Donc, par contre, ce qu'on retrouve également, donc la question qui se pose, c'est que ces changements qu'on retrouve, sont-ils réellement en cause dans les modifications, la perte de poids et les modifications métaboliques? Et je dois dire qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine, parce que finalement, si on regarde bien, par exemple dans ce travail ici de Fred Backhead, ce qu'on voit, c'est qu'après 9 ans, certes, il reste une signature de ces modifications métagénomiques. Quand on fait, ce que dit Frédéric Backhead, c'est quand on fait un transfert de flore, des gens ayant été opérés, vous voyez, le gain de masse grasse chez des souris, est moindre, mais enfin, il faut s'accrocher, parce qu'il y a quand même une sacrée variabilité en fait, des réponses. Donc, on a encore beaucoup à comprendre en fait, sur vraiment l'impact de ces changements sur les modifications métaboliques au cours de la chirurgie. Beaucoup à comprendre, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, et donc on a parlé des processus de digestion alimentaire, beaucoup de facteurs métaboliques qui sont produits, susceptibles d'influencer ces modifications métaboliques, et également des changements immunitaires. Et l'orientation que nous prenons aujourd'hui, c'est celui des modifications immuno-inflammatoires au niveau intestinal, et ça, ce travail qu'on avait fait avec l'équipe d'Armel et d'Edith Brault-Laroche, où au cours de la chirurgie bariatrique, nous avons eu accès donc au jéjunome, à cette partie jéjunome chez des patients obèses, qui montre que vous voyez, il y a une augmentation de la surface d'absorption intestinale et des changements immunitaires, avec notamment une sorte de migration de cellules CD8, qui vont, donc des TCD8, qui vont être dans cette partie épithéliale. Et ce qu'a montré donc les équipes d'Armel et Edith, c'est qu'il y a des modifications aussi de la sensibilité à l'insuline de l'épithélium intestinal dans cet environnement inflammatoire. Certaines populations immunitaires sont aussi particulièrement stimulées par l'environnement bactérien, et il s'agit, l'exemple ici, c'est ces cellules MET, qui sont un sous-type de lymphocytes T, et en fait qui sont stimulées par différents produits de l'activité bactérienne, et en particulier en lien avec l'activité des vitamines B2 et B9. Et avec Agnès Lehuen, ce qu'on a également observé, c'est que ces personnes très obèses ont une diminution dans le sang de ces cellules MET, qui deviennent également plus pro-inflammatoires. Et en fait, on est en train de regarder ce que ça veut dire, d'une part, dans les interactions entre les changements bactériens et ces cellules, mais également de savoir si ces cellules pourraient pas migrer plus facilement dans les tissus. Ça fait partie des projets en cours. À partir de là, vers quoi, globalement, allons-nous ? Finalement, on a parlé d'hétérogénéité de phénotype, d'hétérogénéité de trajectoire des patients. Et finalement, je vous ai dit, peut-être qu'ici, on a quelque chose autour de la stratification des patients au travers de ce changement de richesse. Et donc, la question qui peut se poser, c'est est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir cette information en termes d'évolution des trajectoires, de prédicteurs de réponse, de modification de réponse au traitement, et peut-on à partir de ça envisager des traitements finalement un peu plus personnalisés à partir de ces modifications de la richesse bactérienne? Alors, c'est ce qu'on est en train d'aborder dans ce projet européen qui s'appelle Métacardis, dans lequel il y a beaucoup de partenaires cliniciens et chercheurs, notamment sur le traitement des données, pour lequel nous avons obtenu maintenant des données à la fois métabolomiques, métagénomiques chez 2000 personnes en Europe, et on est en train de travailler sur ces signatures, ces biomarqueurs qui pourraient être impliqués ou pas dans le changement de trajectoire des patients. Dernier point, c'est que finalement, comme je vous l'ai dit, on a accès maintenant à ces signatures. On sait qu'elles sont potentiellement modifiables par les changements environnementaux et en particulier par l'alimentation. Et donc ça, on avait essayé de faire une sorte de preuve de concept avec des collègues suédois ici, qui était de dire, mais au fond, quand on est ici, on a donc une faible richesse bactérienne, on est plutôt plus à risque que maladie cardio-métabolique. En l'occurrence, ces patients avaient plus d'acides aminés branchés. Et en fait, les collègues suédois ont créé un modèle qui s'appelle Casino, rien à voir avec la marque de grand magasin.
connaissant le profil bactérien et l'alimentation des sujets, l'idée c'était de donner une alimentation plus personnalisée pour améliorer, enfin, essayer que le profil de cette personne-là rejoigne le profil de cette personne-là. Donc ça, c'est des choses qui sont encore au tout début, mais peut-être qui sont prometteuses, puisqu'on a maintenant la capacité de combiner ces informations et notamment de modéliser grâce aux outils bioinformatiques. Mais avec cette limite, là aussi, qui est extrêmement importante, c'est que vous savez qu'il y a encore des difficultés pour bien caractériser les apports alimentaires des gens et on a besoin d'outils. Voilà, je voudrais remercier. Alors, ce qui est formidable dans ce domaine, c'est qu'il faut des gens qui travaillent ensemble avec des compétences multiples. Bien sûr, les collègues de l'INRA, en fait, qui ont beaucoup travaillé sur ces modèles de séquençage, les cliniciens, et puis les collègues du laboratoire et les collaborateurs qui ont beaucoup participé, enfin, qui contribuent tous les jours à ces travaux. Voilà, je vous remercie.